Bonjour à tous et à toutes, ici Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Alors comme vous pouvez le voir au titre de la vidéo, aujourd'hui on va s'intéresser aux textures. Donc qu'est-ce qu'une texture? Une texture peut être définie de manière simple comme étant une image en 2 dimensions définie par un ensemble de pixels ou de couleurs pouvant être appliquées à des surfaces 2D ou 3D. On peut utiliser les textures de bien d'autres manières comme les normal maps ou les high maps et on verra ces cas d'utilisation dans d'autres vidéos. Les textures seront utilisées principalement sur la carte graphique et notamment dans la phase du fragment shader. Mais avant de voir un peu plus en détail l'utilisation des textures dans le fragment shader, on va voir comment charger une texture dans la carte graphique. Alors le format de texture peut varier en fonction des fichiers utilisés, mais globalement on pourra trouver les fichiers classiques, donc JPEG, PNG, TGA, BMP, PSD ou même des GIFs. Pour qu'on puisse utiliser ces fichiers dans un moteur de jeu, on va devoir utiliser des librairies tierces pour pouvoir charger une texture dans la RAM de votre ordinateur. On va utiliser la librairie STBImage, qui est une librairie permettant de pouvoir prendre en charge plusieurs formats de textures. Alors du coup on va venir donc sur la page GitHub de STB, donc on va directement aller prendre uniquement le fichier qu'on a besoin, donc stbimage.h, on n'aura pas besoin du reste. On va venir faire copier, donc on va copier tout le fichier, et on va venir dans notre moteur de jeu et l'intégrer à notre moteur. Donc on va venir créer dans, on va le mettre, on va faire créer un dossier, ajouter, hop, folder, libraries, hop, libraries, hop, ajouter, on va créer nouvel élément, un fichier.h et qu'on va appeler stbimage. On va enlever ça, on va venir coller. Et ici, on a une petite indication tout en haut du fichier. Donc ici, il faut définir, stbimage implémentation et inclure stbimage.h. Donc on va venir faire create, ajouter un nouvel élément 1.cpp qu'on va appeler stbimage. Voilà, hop, on vient prendre ceci et on vient coller. Et voilà, on a chargé, enfin on a intégré la librairie à notre moteur. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien on va venir donc charger une texture avec cette librairie. Donc la texture que je vais utiliser pour le coup moi c'est celle-là. Donc je suis parti sur le site texturepixelfurnace.com et on peut retrouver différentes textures. Mais voilà, du coup nous on va utiliser celle-là, le quadrillage. Donc on va faire download. Hop, ça va nous mettre. Alors ici il y a plusieurs fichiers. Juste je vais vous l'expliquer un peu rapidement, mais on va pas tous les utiliser. Donc on va faire extraire tout, extraire. Hop. Donc là on a plusieurs fichiers ici. C'est les autres utilisations de textures. Mais nous globalement on va utiliser uniquement que celle-là, qui va correspondre à la couleur de la texture. Hop, on va venir la copier-coller. Hop, et on va venir dans Assets. Ouvrir dans l'explorateur de fichiers. Donc on va mettre texture. Hop, ceci. On va aussi pouvoir l'afficher ici. Voilà. Et on va venir créer une classe texture. Donc, on va faire ajouter nouvelle. On va faire une classe comme ça. Texture. Voilà. Hop. On va faire les define. Def. Alors, texture.
comme ceci, comme ceci. Voilà. On va venir inclure STB image. Je l'ai mis où? Tac. Ouais, on va les déplacer, ce sera quand même un peu mieux. Donc ça, texture, on va les mettre dans corps. Et voilà. Et library. Include library STB image. Là, d'ailleurs, ça on va le mettre plutôt puisqu'on utilise ici. Hop. Et ici, on va faire, donc on va venir créer un constructeur, texture, et on va lui venir créer STV. File là, on va venir mettre un destructeur. Et alors, on va faire plusieurs fonctions. Ce sera des fonctions publiques. Et ici, on va mettre donc une fonction qui va permettre de charger la texture avec notre library, l'autre texture, et des pass, une fonction qui va permettre de pouvoir générer, comme vous allez le voir plus tard, un identifiant pour la texture. Alors, génère texture ID, une fonction qui va permettre de pouvoir paramétrer, de pouvoir envoyer les données avec l'API de rendu, comme je vais l'expliquer plus tard. Donc c'est le set, on va mettre un update texture data, et on va être bon. Donc on va venir déclarer comme ceci. Comme ceci. On est bon, donc on a toutes nos fonctions. Donc première chose qu'on va appeler, c'est la fonction load texture. Load texture. Il y a d'autres fonctions qu'on n'a pas mis. On va aussi mettre une fonction use texture pour pouvoir spécifier à l'API de rendu qu'on veut utiliser la texture. Et on aura également donc un identifiant init. On a plus et on met le init m texture id. Je crois qu'on est bon. Je pense qu'on a toutes les fonctions. Bon, je les rajouterai s'il y en a une qui manque. Donc, on va venir spécifier notre espace, donc l'autre texture, et on va utiliser la fonction principale, donc const char data égale à std, donc c'est load, ouais, voilà, donc ça va prendre le pass, ça va prendre int width, int height. Donc là c'est la taille de la texture. Texture width, texture high, et ici
On va mettre texture weave. Texture file. Alors habituellement les textures ont une taille de avec des puissances de 2. Donc c'est lié à comment les algorithmes permettent de pouvoir charger la texture et l'utiliser dans les API de rendu. Globalement, on peut faire des textures qui ne sont pas forcément des puissances de 2 maintenant. Donc avant peut-être c'était moins le cas, mais maintenant c'est plus c'est moins restreint par rapport à ça. Mais globalement, c'est quand même mieux de le faire avec des puissances de 2, même pour les performances et tout. C'est sûrement meilleur de garder des puissances de 2 pour définir vos textures. Donc voilà, on a la weave, la high, channel in file. Donc c'est si on veut, alors si on veut récupérer le nombre de channels, donc RGBA, donc R pour rouge, G pour vert et B pour bleu, et A pour la transparence, et bien on peut le faire ici aussi. Donc channel in file, égale 0. Hop. Et on peut aussi spécifier le nombre de channels qu'on veut récupérer. Si on récupère par exemple 4 channels et que finalement dans la texture il n'y en a qu'une, eh bien ça va automatiquement mettre des zéros aux channels qui n'existent pas. Desired channel, on va mettre les 4, mais globalement on va pas utiliser l'alpha parce qu'il y a des petites configurations à faire avant de faire l'alpha que j'aborderai dans d'autres vidéos. Et alors ici on va faire convertir là. Donc là on a chargé notre texture et maintenant on veut spécifier que la texture, il faudra la charger non pas de haut en bas, mais de bas en haut. Je m'explique, c'est que là, la texture, quand on la charge, elle va être... donc si je vais sur ma texture, par exemple, celle qu'on avait ici, si je prends cette texture-là, ici, comment ça sera chargé, ça va commencer ici, et ça va venir de gauche à droite jusqu'à aller jusqu'à en bas. Dans les API de rendu classiques, ou en tout cas dans OpenGL, on demande une texture qui va partir du bas, donc ici du bas vers le haut, et toujours de gauche à droite. Donc pour ce faire, on va devoir utiliser une fonction intermédiaire spécifiée à la librairie stb qu'on veut intervertir le bas avec le haut. Donc le nom de la fonction c'est stbi set stbi set flip vertically onload comme ceci, et on va mettre 1 vu qu'on veut donc 0 c'est c'est pas interverti, et le 1 c'est du coup on échange bien le bas avec le haut. Une fois qu'on a nos données, il va falloir maintenant voir comment envoyer ces données à OpenGL. Donc on va venir faire génère, donc on va faire on va venir faire ici, on va appeler l'ID de la texture. Donc ici c'est aussi un glint, donc mTextureID, comme on avait fait avec les meshes dans les précédentes vidéos. On va faire exactement pareil et générer un ID avec la fonction gl génère texture, gen texture. On en veut un et donc voilà, on génère une texture. Donc on n'oublie pas de le faire en premier, comme ceci. Et une taille texture data, on va passer const unsigned char data. Hop. Une texture data, ouais, c'est con, c'est bon.
on vient, donc une fois qu'on a chargé la texture, hop, si on va même mettre, on va différencier un peu les deux, ça sera mieux. L'autre texture, c'est ça, là, voilà. Ici, on va return data, return data, comme ceci, et ici, data égale. Et on peut venir passer à cette fonction les données. Donc dans cette fonction, on va venir spécifier nos données en premier lieu à OpenGL. Donc ça, on a une fonction, c'est GL texture. Alors c'est non, bind texture, GL bind texture. Donc on veut c'est GL. Donc il existe plusieurs types de textures, mais globalement ici on va avoir les textures en 2 dimensions en premier lieu. Donc, hop, donc GL texture 2D, voilà, et on veut spécifier les données. Ouais, non, donc, M texture, donc on va spécifier à OpenGL que les données qu'on va envoyer, c'est bien le GL texture, c'est bien cet ID là qu'on va spécifier. Donc, M texture. ID, une texture ID comme ça. Donc la fonction qui va permettre de pouvoir définir nos données, c'est GL. Alors texte image 2D. Alors on va toujours spécifier qu'on est GL texture C. On veut le level, ben, on va laisser en 0. Donc le level vous allez voir plus tard, mais c'est lié au mipmap, mais je vais les expliquer dans une prochaine vidéo. Le format interne, bah, du coup, c'est RGBA. Donc direct channel, on va mettre 4. RGBA. Donc internal format, c'est RGBA. Oui, on a besoin de stocker la largeur et la hauteur. In memory width 0. Int m i égale 0. Et ici, on va venir directement mettre m et m RGBA m border, on n'en veut pas. Le format, bah là c'est le format, donc là c'était le format de la texture. Ça sera le format qu'on souhaite. Donc on peut, en vrai on peut soit l'utiliser ici, soit l'utiliser ici, mais en vrai c'est comme on veut. Vaut mieux l'utiliser ici d'ailleurs, comme ça tu charges toutes les données et tu peux spécifier ou non ici. GL type, donc ça sera GL bytes, inside bytes, alors inside bytes, voilà, et les pixels, bah du coup c'est les données, donc on va mettre data. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, il y a une troisième chose à voir, c'est on va spécifier un paramètre, car tout simplement si on ne spécifie pas le paramètre requis, eh bien on aura une texture qui sera complètement noire, et la texture ne pourra pas être interprétée de la bonne façon avec OpenGL. Donc pour pouvoir au moins avoir une couleur, eh bien on va utiliser juste un seul paramètre. Donc la fonction permettant de pouvoir spécifier des paramètres à la texture, c'est GL text parameter. Donc on en a plusieurs ici. Donc soit F, c'est pour spécifier un float. FV, c'est pour spécifier un vecteur, je crois, ouais. Un float vector, un integer,
un vector integer, un unsigned vector, c'est ça. Donc ici, nous, on va devoir spécifier un integer et on veut spécifier, donc on est toujours sur une texture 2D, donc GL texture 2D, et on veut spécifier, donc ça sera GL, alors je vais pas l'expliquer maintenant, GL min filter, ouais, celui-là, GL texture min filter, et on va venir mettre en GL linéaire. Je vous expliquerai tout dans une vidéo suivante où vraiment on va voir en détail les paramètres de texture et notamment aussi les bitmaps qu'on va voir ici aussi dans cette vidéo. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu comment spécifier les données à OpenGL, on va voir maintenant comment spécifier la texture et de pouvoir l'appliquer à une surface d'un modèle 3D ou 2D. Car c'est facile de pouvoir appliquer une texture à un cube par exemple, car les faces d'un cube sont carrées, mais globalement dans des modèles plus complexes, les modèles ne sont pas forcément composés de faces carrées, qui plus est que même dans un cube on n'utilise pas des carrés mais des triangles. Donc il va falloir pouvoir mapper la texture à chaque triangle d'un cube ou d'autres modèles en 3D ou en 2 dimensions. Alors, donc dans les moteurs de jeu, on va voir ce qu'on appelle les coordonnées de texture. Donc les coordonnées de texture, c'est des coordonnées en 2 dimensions, aussi appelées coordonnées UV. Donc U va correspondre à l'axe horizontal et V va correspondre à l'axe vertical. On va spécifier donc des coordonnées qui vont aller de 0, 0 à 1, 1, où 0, 0 correspond au bas de la texture et 1, 1 va correspondre au haut de la texture. Ces coordonnées de texture seront des coordonnées associées à chaque sommet d'un modèle 3D pour pouvoir mapper chaque sommet à les sommets à les UV de texture. On peut aussi retrouver par exemple dans OpenGL la nomenclature STT où S correspond à U et T correspond à V. Donc on va prendre un exemple ici d'un triangle quelconque et on va essayer de mapper la texture à ce triangle. Donc on aura 3 coordonnées ici, donc pour chaque sommet du triangle. Et voilà comment on va mapper la texture sur ce triangle. Pour un cube en 3D, qui sera notre exemple dans le moteur de jeu, et bien ici on va devoir mapper 24 coordonnées de texture, car tout simplement on a 24 coordonnées de sommet. Alors du coup revenons à notre moteur, donc du coup on va venir spécifier nos UV pour notre cube. Donc on va venir dans Mesh Utilities et on va aussi venir dans Mesh.h ici et on va venir spécifier un nouveau tableau std vector, donc cette fois-ci de vector pas 3D mais 2D. Hop. Vector 2D, du coup on est en des coordonnées 2D pour les UV et 2D et on va mettre MUVS. Donc MUVS, on va venir les remplir ici et on va faire pour que ce soit plus simple, on va faire une boucle int i égale 0 inférieur à 6. Donc 6 ici va correspondre aux 6 faces du cube et on va venir spécifier les mêmes UV pour les 6 faces d'un cube. Donc ce sera tout simplement vector 2D, ici on va mettre UVS et on va venir ajouter 4
4 coordonnées pour chaque face, vu qu'il y a 4 coordonnées pour chaque face. Donc la première, ça sera vecteur 2D 0, 0. Puis ce sera, on décale ici, on décale, donc là c'est à droite, en bas à droite, là c'est en haut à droite, et là du coup on fait la dernière qui sera à gauche en haut. Alors je les ai pas mis au pif, j'ai tout simplement repris ici comment on a défini chaque vertice du cube, mais vu comment on définit les vertices de notre cube, c'est bien, si on reprend l'image ici, c'est bien, on va en bas en bas, ici, puis après, ici et ici. Donc on tourne dans ce sens là. Donc je fais exactement pareil, je définis les UV comme je l'ai fait ici. Et à la fin, on va rajouter une fonction set UVS, donc ça sera, on va mettre deux fonctions. UV, ici on va mettre set UVS, et on veut aussi une fonction dedans qui va nous retourner les UV. Comme ceci, on va dans Mesh. Alors, on fait set UV, UD, et on met UVS. Ici, on met UVS. Et on veut aussi là le getter. Ici, on retourne UVS. Donc, on est bon. Là, on a bien spécifié les UV de notre mesh. Et maintenant, il faut voir comment envoyer ces UV à OpenGL. Donc, dans les habits de rendu classiques, on peut spécifier plusieurs attributs de sommet pour chaque sommet d'un modèle 3D ou 2D. En plus de la position, on va pouvoir spécifier la coordonnée UV pour chaque sommet. Ici, on va avoir deux méthodes pour pouvoir spécifier les attributs de sommet. Donc, la première méthode va consister à utiliser un seul vertex buffer object. Comme c'était le cas actuellement, vu qu'on a juste nos sommets, et donc on utilise un vertex buffer object, ou aussi on peut utiliser plusieurs vertex buffer object, où il y aura autant de vertex buffer object que d'attributs de sommet. Donc si par exemple ici on a les coordonnées UV et les positions de sommet, on va avoir deux vertex buffer object. Et si on a plusieurs attributs de sommet, on va en avoir par exemple 3 vertex buffer object. Donc là ici on va avoir que 2 pour le moment. Donc voyons comment procéder avec la première méthode, c'est-à-dire l'utilisation d'un vertex buffer object. Alors ici, les données spécifiées à OpenGL vont devoir s'intercaler. Donc c'est-à-dire qu'on aura en premier lieu le premier élément du premier vertex du premier attribut de sommet, donc là ce sera la position. Donc la position du sommet 0 sera spécifiée comme ceci, donc on a les trois composantes x, y, z. Ensuite on va venir spécifier l'élément 0 du second attribut de sommet, donc UV, où ici on aura x, y, et on va venir continuer comme ceci jusqu'à atteindre tous les attributs de sommet. Donc voilà comment on va spécifier les données avec un vertex buffer object. Par contre, avec plusieurs vertex buffer object, on n'aura pas besoin de le faire. On pourra définir deux tableaux. Donc un tableau contenant les attributs de sommet, donc les positions, et un autre tableau contenant les attributs de coordonnées de texture. Donc ça va permettre ici de séparer les deux attributs de sommet dans des tableaux distincts. Alors, donc ici on va venir intégrer ceci
avec OpenGL en utilisant les méthodes OpenGL. Donc on va venir dans mesh.cpp, donc mesh.h d'abord. On va venir d'abord utiliser la deuxième méthode qui est un peu plus simple à comprendre. Donc ici on a un VBO, et bien nous on en veut plusieurs. Donc on va venir faire un tableau de VBO. On va faire plutôt comme ça. std vector glint, hop, on va mettre un S. Generate VBO, ça va nous retourner un glint, hop. Et on veut aussi pouvoir générer tous nos VBO. Donc ici on va mettre VBO count, on va mettre un void. On va venir dans mesh.cpp. Alors génère ici. Donc ici int int VBO égale 0 return VBO. On veut donc générer autant de VBO int égale 0 qu'on le souhaite, donc i inférieur à VBO count. Et on vient ouais, tac, ouais, c'est à du int ici, hop, et on vient mvbo point pushback génère VBO. Donc on va tout en haut, vu que ici maintenant on veut 2 VBO, et bien ici on va spécifier 2. Donc ça va bien nous générer 2 VBO. Et à chaque fois qu'on va updater les données, bah, et bien on va venir respécifier les données à OpenGL, comme on l'avait pu le faire avec les vertices juste ici. Donc cette vertice ici, on avait configure VBO. Donc on va revenir renommer nos fonctions. Donc ici on va venir faire, on passe ici on va venir ici, vertice 6, buffer, hop, et on va faire une deuxième fonction, cette fois-ci sera UV buffer. Donc hop, donc ici configure VBO, ce sera vertice buffer. On peut coller et on va mettre UV buffer. Alors les vertices, ouais, les vertices ici, donc ça sera, on veut bien que ce soit l'attribut du sommet numéro 1, et globalement ça c'est pareil. Et ici on veut bien que ce soit l'élément numéro 2. Hop. Alors, donc les UV, on ne veut pas des vecteurs 3D mais 2D, on ne veut plus les vertices mais les UV. On veut aussi les UV ici. Setup vertex attribute. Alors, ici, on va venir, donc, on aura l'index 0 et l'index 1. Alors, glint, vous allez comprendre pourquoi je fais ça, il nous faut l'index du VBO. Donc, glint, on va faire int VBO index. VBO index. Donc, comme ceci, on va dans mesh, et ici on rajoute comme ceci VBO index. On va retrouver ici, et dans UV, on veut que l'index
Donc on veut spécifier l'index numéro 1. On veut le VBO numéro 1. Donc l'index numéro ici, ça va vraiment correspondre dans le fragment de vertex shader, les locations qu'on a mis ici. Donc ici on aura juste les sommets, les positions de sommet, et on devra rajouter plus tard les UV pour chaque sommet. À la location numéro 1. Et on va le faire maintenant, ce sera mieux. Donc 1, hop, vecteur 2, et ça sera AUV. Comme ceci. Hop. Donc, en revenant ici, alors, on veut un setup 1-1. On veut toujours, d'ailleurs, je vais mettre rendez-vous 1. Hop. Donc, ici, ce sera 2. Alors, donc là, c'est le premier, c'est l'index de location. Le deuxième, c'est l'index du VBO. Le troisième, c'est le nombre d'éléments. Donc, en vecteur 2D, c'est en 2. On sait bien des GL float. GL false, vu qu'on a 2 éléments, c'est 2 éléments. Et on n'a pas de décalement, vu qu'on n'a qu'un seul tableau pour le moment. Vu qu'on utilise la méthode à VBO multiple. Donc, une fois qu'on a fait cette fonction, eh bien, il ne faut pas oublier de l'appeler à chaque fois qu'on update les données du V. Donc là, ça sera configure. Hop. Configure. Vertex buffer. Et là, ça sera configure UV buffer. Donc, ça, c'est si on souhaite utiliser la seconde méthode, c'est-à-dire l'utilisation de VBO multiple. Concernant la première méthode, eh bien, il y aura une petite chose intermédiaire à faire, car tout simplement, on va devoir spécifier uniquement un seul tableau de données contenant à la fois les vertices et à la fois les UV. Alors c'est toujours pratique de pouvoir avoir les tableaux définir les attributs de sommet dans des tableaux distincts. Mais du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un tableau intermédiaire qui va permettre de pouvoir fusionner les deux tableaux en un seul tableau. Donc on va venir faire une fonction qui va venir prendre en données un tableau de vertex. Donc on va venir créer une petite structure, on met vertex, et dans un vertex, on a une position, et on aura également une coordonnée de texture, MU. Hop. On va faire void merge, on va combine vertex buffer, et on va venir faire un vecteur de vertex. Hop, on est bon. On va venir le faire jusqu'ici. Alors, on est bon. Donc, on va prendre comme taille d'élément les attributs de position, vu que si c'est eux qui définissent le nombre de sommets. Hein. M vertice. Ouais, on va pas. N vertice.size i plus. On va créer un vertex. Donc vertex.m position est égal à m vertices de i. Et on n'oublie pas de faire une vérification pour les UV. Si le tableau n'est pas assez grand. Dans tous les cas, il est possible que par exemple pour la seconde méthode, on a spécifié des données d'UV avec un VBO séparé. Il est possible que si la taille des deux tableaux ne sont pas égaux,
il est possible que ça génère une erreur, mais faudra c'est à vérifier quoi. Donc point lens size, hop, i inférieur à uv.size. Et donc, du coup on peut venir spécifier le vertex.muv à muvs de i. Et on va faire comme ça. Et si on n'a pas, eh bien on spécifie un vecteur de v de 0. Hop. Point uvs muv vers ms. Voilà. On peut l'ajouter à un tableau de vertex. Donc théoriquement, là il y a une petite sémantique, c'est que vertex, que vertices c'est vertex, mais globalement vertices c'est sommet. Et quand on parle ici de vertices, on parle plus des sommets de position et non des attributs de sommet. Même on va mettre vertex attribut, ce sera plus compréhensible. Attribut, hop, vertex attribut, et on peut faire vertex attribut point pullback. Ouais, point pullback. On va juste mettre vertex attribut plus clair comme ceci. Vertex attribut. Normalement on peut aussi appeler vertex directement, il n'y a pas de la sémantique est utilisée pour les deux, mais c'est plus compréhensible comme ça. Normalement on peut faire la différence entre les deux. Hop. Vertex attribut comme ça. Point pullback. Hop. Et on peut faire comme ça. Voilà. Et on vient return vertex attribut comme ceci. Donc là, on a bien toutes les données des deux tableaux combinées en un seul tableau. Donc maintenant, on va faire une autre fonction qui sera, au lieu de faire configure UVBuffer et configurer vertex buffer, eh bien on va faire configure vertex attribut buffer. Vertex attribut buffer. Là, globalement fonctionner de la même façon. Donc on va venir copier ceci. Et bien c'est ce qui est pratique maintenant, c'est qu'on n'aura besoin que du premier VBO et on n'en a pas besoin de plusieurs. Et on va faire un petit booléen, hop, juste ici. Use, on va faire use one VBO, hop, de base, hop, on va venir le mettre dans hop, ouais, use one VBO. De base, on va le mettre où on va le mettre à false, comme ça. Et là, on va faire use one VBO égale true. Bon, on en veut un, sinon on veut deux. Hop. Tac, tac, tac. Ici, on veut un pool. Comme ça. De base, on met en false. Voilà. Mesh. Comme ceci.
Et on peut venir, donc maintenant qu'on a ici, on a bien défini, ici par exemple si ça trouve, ici on aura bien juste un VBO qui sera généré. Ici il faut pas mettre ça, plutôt if use one VBO, configure, hop, else, configure vertex buffer, configure UV buffer. Et on n'oublie pas ici, donc ici on a bien spécifié les zéros. Ici il faudra du coup non plus mettre, hop, donc on va venir, quand on configure les données, on n'oublie pas de venir merge les données dans un seul tableau pour pouvoir récupérer le tableau combiné. Donc combine vertex buffer, on va faire m, on va faire vertices attributes buffer, hop, combine comme ceci. Donc maintenant on veut non pas, donc la taille d'un élément c'est vertex buffer et non plus vecteur de V ici. Ici on veut les données et on garde ceci pour le moment comme ceci. Donc globalement ici j'ai utilisé les mêmes pour les UV et que pour les vertices, mais peut-être qu'il faut avoir un truc distinct. Ça c'est ce paramètre, c'est pour savoir si on souhaite modifier les données soit de manière dynamique, enfin soit on peut le faire soit statique, donc les données ne sont pas modifiées. Enfin, on indique à OpenGL que les données ne sont pas modifiées, mais il est quand même possible de pouvoir les modifier. Juste pour les optimisations internes, ça c'est dynamique. Et StreamDraw, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est, il y en a un qui est où on les modifie, mais vraiment beaucoup de fois. Dynamique, c'est vraiment celui-là, je crois qu'on modifie beaucoup de fois. Le StreamDraw, ça doit être en intermédiaire. Mais je suis plusieurs fois pour vérifier. Donc on va continuer la fonction. Donc là, une fois qu'on a spécifié les données, et bien maintenant il faut indiquer comment interpréter les données. Donc ça c'est la fonction setup vertex attribute. Et là, on va devoir en mettre deux. Donc un pour les attributs de sommet et un pour les UV. Donc là, pour les attributs de sommet, on va mettre 0 ici. Ici, on va mettre, vu qu'on n'a qu'un seul VBO à mettre, bah, maintenant c'est 0. Ici, ça sera 3 pour les sommets. Toujours des gel float. Ici, ça sera size of 2 vertex attributes. Directement comme ça. Ici, ce sera size of 2 vertex attributes. Et ici, c'est le décalement par rapport, enfin, où est-ce qu'on va commencer dans notre tableau. Donc, on a la fonction offset off qui va prendre vertex attributes, et ici on va mettre MUV comme ça, voilà. Donc MUV ici, donc cette fonction va nous renvoyer le décalement en bytes, plutôt en octets, de où est-ce que commence UV. Donc ici globalement, ici ça serait size of de vector 3 b. Donc c'est ici c'est égal à size of de float fois 3 et size of de float c'est 4 fois 3. Donc ici ça sera égal à 12. Enfin on va commencer du coup à 12. On commencera à 12 ici, c'est comme si c'était égal à 12 ici. Donc ici, hop, on va revenir donc ici.
Alors normalement, là la configuration elle est optimale normalement. Donc normalement, c'est tout ce qu'on a à faire pour définir les vertex attribute buffer. Alors globalement maintenant, on va venir, je vais juste rajouter, ouais, je vais juste rajouter ici, hop, un destructeur, pas beaucoup plus, hop. Alors normalement il y a des petites choses à rajouter. Alors, je le ferai peut-être pas maintenant, mais je vais juste au moins clear l'ensemble des données en fait. Hop. Tac, tac, tac. Ici. Voilà. Normalement, il faut aussi clear les données OpenGL quand on en a plus besoin. Et libérer notamment les buffers, les vertex ArrayObject, les VO et les UBO. Enfin, les supprimer quoi. Mais je vais pas le faire maintenant. Hop. M. C'est bien comme ça. Hop. Et on a les indices aussi. Et voilà, on est bon. Du coup, alors maintenant, donc, on va spécifier qu'on veut, à OpenGL, qu'on veut spécifier, qu'on veut utiliser texture. Use texture. Et là, on va faire GL bind. Comment on fait? On va faire ça ici. C'est tout. Globalement, ce qu'il va faire texture, c'est ça va permettre de spécifier à OpenGL que dès qu'on va rendre un objet 3D, eh bien on va vouloir utiliser cette fonction pour l'afficher avec OpenGL. Donc on va venir dans Mesh Renderer, et dans Mesh Renderer, on va venir pour le moment passer une texture. Globalement, il y aura des choses à modifier sur l'architecture globale, et notamment ici, ici si on passe une texture ou pas au constructeur. Mais globalement, pour le moment, je le fais comme ceci. Texture. Hop, on va venir dans le CPP. Alors, je vous montre un peu la classe. Je vais venir ici. Hop. On veut spécifier une texture. D'ailleurs, ici, théoriquement, il y a des consts à mettre un peu partout. Mais on va pas le faire maintenant, ça prend un peu de temps. Hop, alors. Donc, mTexture. C'est pas le mesh renderer qui est chargé de supprimer ces objets. Il doit être supprimé autre part. Mais globalement, ici, on va rester comme ceci. Alors, mTexture, donc, eh bien, dès qu'on veut, on fait useMesh. useMesh, je vous rappelle, ça utilise juste le VAO. Et ben, on va faire la même chose pour la texture. On va faire mTexture, useTexture. Peut-être qu'il est pas mis en public. Normalement même. Hop. Hop. Use texture. Et là, on va spécifier OpenGL qu'on souhaite utiliser la texture. Alors maintenant, revenons sur ce qu'on avait expliqué au début, c'est-à-dire l'utilisation principale des textures, c'est-à-dire sur la carte graphique, et notamment dans la phase du fragment shader. Donc petit rappel sur la pipeline de rendu, notamment avec OpenGL. Donc une fois qu'on a appelé la fonction GLDrawElement, OpenGL va procéder à différentes étapes pour pouvoir transformer les informations qu'on aura renseignées à OpenGL à avoir à la fin des pixels affichés sur votre écran. Donc, la pipeline de rendu va commencer à partir du vertex shader. Donc le vertex shader renseignera en valeur de sortie une position
dans l'espace de clip, et OpenGL se chargera de transformer la position de l'espace de clip à une position NDC. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur les différentes coordonnées de système qu'on utilise dans OpenGL, vous pouvez avoir la vidéo dédiée sur le sujet, dans notamment une vidéo qui s'appelle coordonnées de système, je crois, si vous voulez avoir plus de détails sur le sujet. Donc une fois que OpenGL passe les coordonnées en coordonnées NDC, eh bien on va passer ensuite à la phase de rasterisation. En vrai, il y a d'autres méthodes intermédiaires, enfin d'autres étapes intermédiaires, mais on va pas les voir ici, et ils ne sont pas nécessaires pour avoir au moins un modèle dessiné à l'écran avec OpenGL. Donc les deux phases, en vrai, c'est la phase de les deux shaders, c'est le vertex shader et le fragment shader qui nous sont nécessaires. Et en interne, on a aussi des étapes non programmables, donc comme la méthode, la rasterisation. Donc la rasterisation se passe entre le vertex shader et le fragment shader. Donc la rasterisation va permettre de pouvoir transformer les données de triangle, donc composé de 3 points, et étant en espace NDC, en des sous-fragments. Donc c'est juste, on va diviser le triangle en plusieurs fragments, on appelle ça des fragments, pas vraiment des pixels, mais ça peut s'assimiler, mais globalement il y a une petite différence entre les pixels et les fragments, c'est que on peut avoir plusieurs fragments par pixel, mais globalement c'est à peu près pareil. Donc voilà, le fragment va se caractériser par plusieurs choses, donc notamment une couleur qui sera la couleur renseignée en fin du fragment shader, mais on aura aussi le fragment va être défini par une position dans l'espace, et d'autres paramètres vont pouvoir être définis pour ce fragment. Toutes les valeurs de sortie de shader précédentes, comme le vertex shader, seront interpolées par le rasterizer, la rasterisation, et va permettre de pouvoir connaître les valeurs interpolées dans le fragment shader. Je m'explique, si je prends les 3 points d'un triangle, si je veux avoir la position d'un fragment, si je veux connaître la position d'un fragment depuis le fragment shader, on va pouvoir spécifier des mots-clés, donc avec le mot-clé in, et bien cette spécification de valeur d'entrée est en fait une valeur interpolée pris des valeurs de sortie des shaders précédents. Donc on l'a fait avec, si je vais dans mon moteur maintenant, qu'on l'a fait déjà avec les vertex, donc les attributs de sommet, hop, de position plutôt. Donc je vais dans le vertex shader et le fragment shader. Le vertex shader ici, la position que vous voyez ici est la valeur d'entrée qu'on a spécifiée nous dans notre moteur de jeu depuis le CPU. Et ici on va sortir, donc shell position, c'est une valeur de sortie qui cette fois-ci sera interpolée par le rasterisation. Ici, si on souhaite récupérer la position du fragment dans l'espace 3D, eh bien on pourra le faire en faisant in vec3. Hop, donc pause. Alors ici c'est pas, on peut pas faire comme ici, c'est gel position, mais il faudrait spécifier ici une valeur de sortie. Hop, vec3 pause, et on pourrait faire pause égale gel position, c'est pareil, hein. Alors c'est un vec 4 plutôt, enfin, ça va dépendre si on souhaite avoir, ouais, il faut mettre un vec 4, hop, pause gel position, voilà, et on peut venir récupérer la position dans l'espace ici, comme ceci. Donc faut exactement mettre le même nom, sinon ça ne va pas marcher. Et ici on pourra récupérer la position de l'espace du fragment. Bon, nous on n'en aura pas besoin ici de la position. Nous on va se contenter, hop, de la coordonnée UV. Donc la coordonnée UV, ça sera bien sûr 1 avec 2 UV, hop, et on veut dire que c'est une valeur de sortie. Out UV est égal à
UV est égal à AUV ici. Hop. Et on veut venir ici mettre hop, avec 2 et UV. Voilà, comme ceci. Et ici, et du coup maintenant on pourra utiliser la coordonnée de texture dans le fragment de shader. Du coup, pour pouvoir spécifier la texture dans le fragment de shader, donc là en utilisant la fonction dans Mesh Renderer use texture, on veut spécifier qu'on utilise cette texture. Donc pour pouvoir utiliser la texture depuis le fragment de shader, on va utiliser ce qu'on appelle un sampler. Donc un sampler, c'est ce qui va permettre de pouvoir ce qu'on appelle sampler, échantillonner une texture. Donc un sampler va prendre une texture en paramètres et une coordonnée de texture. Globalement, il existe plusieurs types de samplers pour chaque type de texture, mais ici nous on se contente des samplers classiques, c'est-à-dire les textures classiques, les textures en 2 dimensions. Donc le mot-clé dans OpenGL, c'est sampler, dans le fragment sampler 2D, et on va le déclarer en uniforme. Comme vous l'avez compris, les uniformes, c'est des données qui ne sont pas interpolées et qui sont données brutes, alors que les valeurs en entrée ici, ou même en sortie, ce sera des valeurs soit qui ont été interpolées, soit des valeurs qui vont être interpolées. Donc ici, on va mettre uniforme sampler 2D texture. Et donc on n'aura pas besoin de définir une couleur ici, on va mettre en commentaire. Hop, comme ceci, mais on va le définir comme ceci. Donc, on va faire. Pour pouvoir sampler la texture, on va utiliser la fonction texture. Donc là, on va mettre texte plutôt. Et on va venir passer la texture et l'UV, la coordonnée UV, pour pouvoir définir notre texture. Donc ouais, cette fonction elle s'appelle texture, c'est la fonction pour pouvoir sampler, échantillonner la texture. Donc là on a notre fragment shader, et bien maintenant on peut venir donc, dans la fonction main et on va venir ici renseigner toutes les données qu'on souhaite. Donc ici, alors on va faire texture est égal à new texture. Hop, on veut spécifier assets là le nom de la texture. Je vous le rappelle, c'est ouais. Je vous rappelle ceci, voilà. Donc une fois qu'on a créé le constructeur, hop, on peut le passer en paramètres ici. Et globalement, normalement, s'il n'y a pas eu de problème en amont, ça devrait être bon. On va lancer et voir si on n'a pas de problème. Alors déjà on a des erreurs de build, donc c'est juste sûrement des hop. Et normal. Donc notre mesh ici, on va mettre égal true, use one VBO. De toute façon, on faudra vérifier les deux méthodes pour pouvoir spécifier. Hop. Alors, ouais, on va pas le redéfinir ici. Alors, donc ici, bah, on n'a pas oublié de. Donc là qu'on avait, donc c'est le VBO 0 et là c'est le VBO 1. Hop. Alors là on a des erreurs dans notre shader, donc c'est normal, sûrement une erreur de donc texte, on va mettre texte ici, hop. Et là on a donc la coordonnée UV qui est bien spécifiée. Alors là on a des erreurs globalement. Alors là on voit deux erreurs. Donc la première erreur c'est que les UV sont mal mappés. Alors on va voir ça. Donc si je vais dans hop, dans Mesh Utilities, alors hop, Mesh Utilities, d'ailleurs est-ce que si on va faire
on va faire false. Déjà, est-ce que les deux méthodes... ok, donc là, déjà, il y a une erreur dans l'utilisation de plusieurs VBO. Donc, on va revenir sur le trou. Hop, donc là, on utilise plusieurs VBO. Hop, et on va voir ici. Ouais, ici. C'est normal. Donc, si on utilise muse, et on utilise un VBO, eh bien, il faut appeler la fonction configure vertex vertex buffer, et sinon non, configure celui-là, et sinon on fait la méthode classique. Hop. Donc à chaque fois qu'on modifie les deux tableaux, il faut bien il ne faut pas oublier de dupliquer les données. Alors voilà, donc là on a une texture qui n'est pas visible. Donc, hop, on va venir ici. Donc on va voir si les données sont bien remplies. Hop, et donc on a bien toutes nos données avec ouais, ok, tac, ok. On a oublié, c'est normal qu'il n'y a pas, en fait les UV ne sont pas hop, dans Mesh Utilities, ici. Bien, il ne faut pas oublier aussi ici de faire un Mesh Set UV, comme ceci, on passe les UV, UVS, voilà. Et là on est bon. Là on a la configuration qui est bien faite de nos textures. Alors là une petite spécificité, mais je vais la voir juste après avoir vérifié que est-ce que ça marche avec l'utilisation avec des VBO multiples. Non, ça marche aussi avec les VBO multiples. Donc on peut voir maintenant juste la petite spécificité ici. Donc du coup la petite spécificité ici, c'est que actuellement dans la configuration actuelle de OpenGL, eh bien OpenGL ne fait pas la différence entre un fragment qui se trouve proche de la caméra et un fragment qui se trouve loin de la caméra. Pour ce faire, il va falloir activer ce qu'on appelle le depth buffer. Donc le depth buffer, c'est un buffer de profondeur qui va stocker les valeurs Z par rapport à la caméra, et ce buffer va permettre de savoir au moment de dessiner un fragment si on doit dessiner le fragment devant, ou alors si le fragment est caché par un fragment dessiné précédemment. Le depth buffer est contenu dans ce qu'on appelle le frame buffer, qui est le buffer final qui va contenir le color buffer, donc les couleurs des fragments, et le depth buffer qui sera les profondeurs en Z. Donc si on revient dans notre moteur, donc on va venir activer le depth buffer, donc on va le faire juste ici. Globalement, il faudra le faire autre part, mais pour le moment, juste pour la petite explication, on va le faire ici. Donc GL enable, alors non, c'est pas comme ça, c'est GL enable. On va venir mettre GL depth test, hop, donc dit comme ça alors, comme ça le test de profondeur sera fait en interne par OpenGL quand on va dessiner un fragment. Et vu qu'on ici on clear le GL color buffer bit, eh bien faut pas oublier aussi de clear le GL hop, depth buffer. Donc il y a d'autres buffers dans le frame buffer, mais ici globalement on va voir on va voir uniquement le depth buffer en plus du color buffer. Donc si on lance, donc là on aura bien notre cube texturé de manière à ce que les profondeurs soient bien gérées. Hop. Donc c'est la fin de cette explication sur les textures. Donc ici on a vu une partie 1
globalement pouvoir charger de manière simple une texture dans le GPU et de pouvoir afficher une texture sur des modèles 3D. Dans la prochaine partie, on va voir avec plus de spécificité les différents paramètres qu'on peut voir avec les textures, qu'on peut appliquer avec les textures, notamment avec la fonction GLTextParameter. Et on va aussi voir les bitmaps, voir comment texturer les 6 faces d'un cube, mais avec des UV différentes. Et globalement, on verra si on rajoute d'autres choses, mais c'est à peu près le résumé de la partie 2 sur les textures. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un j'aime à cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Marwan pour de nouvelles quêtes d'un programmeur.